Premier match, les gars. Déséquilibré. Jean-Louis, le Mexique, on va dire, a bien réussi son début de compétition en battant une Afrique du Sud bien faible. Oui, exactement. Il y a un truc, moi, je trouve, qui était assez frappant. On en a parlé pendant le match, c'est le rythme. Ça, je pense qu'il y a plusieurs trucs à dire là-dessus, parce que les Mexicains, ils ont joué quand même à leurs mains, grosso modo. Et je pense que le rythme, il faut avoir en tête que déjà notre œil, je pense, n'est pas habitué, puisqu'on sort des matchs de Ligue des Champions où il y a un rythme de fou, etc. Donc, il faut qu'on s'habitue au rythme des matchs de sélection. Donc ça, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Et il y a un autre truc aussi, c'est l'altitude, qui fait qu'à mon avis, on ne peut pas commencer le match tambour battant en accélérant dans tous les sens et tout. Et donc c'est pour ça que je pense que cette équipe du Mexique a donné cette impression de gestion du tempo pour montrer cette supériorité avec l'Afrique du Sud. Mais le fait d'ouvrir le score aussi vite, ça leur a quand même bien fait respirer, parce que j'ai senti une tension autour de moi de la part des supporters mexicains. À partir de l'ouverture du score et jusqu'au deuxième but, ils étaient tendus, il n'y avait pas du tout la même ferveur, la même passion que j'ai senti sur l'avant-match, parce que ils se disaient l'occasion est trop belle de réussir l'entame de compétition, l'occasion est trop belle d'aller loin dans cette Coupe du Monde, et il faut surtout pas la gâcher. Bon, après, les écarts de niveau dans cette première phase de la Coupe du Monde, on risque d'en voir par ailleurs. Et là, effectivement, le Mexique a très vite semblé supérieur, et il l'a démontré tout au long de la partie. Moi, j'aime bien, tout le monde sait que j'ai un vrai penchant Sudam. J'ai toujours bien aimé cette équipe du Mexique, parce qu'au minimum, elle propose de la volonté et des joueurs techniques, et c'est ce qu'elle a encore proposé aujourd'hui. C'est toujours une équipe déterminée, une équipe qui a du caractère. Là, la supériorité qu'elle a par rapport à l'Afrique du Sud lui a permis d'imposer son jeu du début à la fin. Les joueurs techniques, on en a. Il y a des joueurs qu'on connaît mais qu'on voit peu, qui sont peu connus du grand public, mais qui sont bons dans cette équipe. Du grand public européen, parce que le Mexique est un énorme pays de foot. Bien sûr, il y a une époque où ils avaient plus de joueurs qui jouaient dans leur propre championnat. Là, ils exportent de plus en plus. Donc Quinones, très, très bon joueur, Jiménez aussi. Colombien naturalisé mexicain. Exactement. Il y a des bons joueurs, je ne vais pas dire à tous les postes, mais au minimum, ça s'est tâté le ballon, ça s'est joué, ça s'est joué en mouvement. C'est agréable. C'était pas un match de dingue, mais c'était au minimum agréable à regarder, parce que les Mexicains jouent. Bon, que l'Afrique du Sud soit faible, que je pense elle n'aspire à rien dans cette Coupe du Monde. Elle est faible, et elle a un sélectionneur qui me semble un peu d'un ancien temps. Bon, c'est la vieille école. C'est combien de temps qu'il officie sur le continent africain? D'ailleurs, il prend sa retraite. J'ai l'impression qu'il est en Afrique depuis toujours, ce gars-là, quoi. Oui, je crois que ça doit faire 10 ans qu'il est en Afrique, et donc en Afrique du Sud, c'est depuis 2021. Alors sa façon de faire a bien fonctionné au début. Ils font demi-finale de Cannes en 2023. Il se passe un peu quelque chose par rapport aux résultats difficiles. Non, bien sûr, mais de toute façon, Hugo Bross, Hugo Bross, il voulait partir. La Fédé l'a retenu, et il prend sa retraite définitive après la Coupe du Monde. De toute façon, donc là, on le verra pas. Vu le peu de place qu'ont les sélections africaines, quand déjà tu te qualifies pour la Coupe du Monde, c'est déjà que tu as réussi une performance en soi. Après, que dans la compétition, ils ont plus de place quand même maintenant. Ils sont 10 les Africains désormais. Néanmoins, ils pourraient être plus. En tout cas, c'est pas une sélection qui m'impressionne et qui me semble être parmi les meilleurs du continent. Après ce qui est la déception de ce match, le match, moi, il m'a plu par rapport à l'ambiance, par rapport aux supporters. 10, ils sont sélections africaines. 10 pays africains, c'est la première fois. À 48, c'est. Par rapport c'est pas un scandale qu'il y en ait 10. Par rapport au match de ce soir, de cet après-midi, la déception finalement, elle vient quand même de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que en fait le scénario était prévu et prévisible, c'est-à-dire les Mexicains qui vont jouer et les Sud-Africains qui vont vraiment attendre, mais de manière aussi caricaturale que ces 5 derrière là qu'a proposé Bross. C'est vraiment tactiquement une énorme déception, parce que évidemment que on s'attendait à ça. Les matchs d'ouverture sont rarement géniaux, ça n'a pas été un match d'ouverture génial. Le Mexique a été à la hauteur, mais il pouvait rien lui arriver au Mexique. Et je trouve qu'Hugo Bross a tué sa propre équipe en proposant exactement ce qu'on attendait, et en mettant vraiment le bloc bas très tôt, avec très peu de pressing et rarement de projection vers l'avant. Donc je trouve quand même que c'était un match évidemment pour le Mexique, un tir cadré. Tu as 13 occasions à 2, tu as 16 tirs à 3. Le tir cadré, même toi tu l'arrêtes, je pense. Ouais, possible. En plus, Jean-Louis l'arrête en tout cas. Jean-Louis sûr. Bon, dans les 10 équipes africaines, il n'y a pas le Cameroun, Samuel, je suis désolé, ils n'ont pas réussi à se qualifier. Quand tu vois que le Cameroun n'y est pas, cette Afrique du Sud y est. T'es d'accord avec ce que tu entends pour l'instant là sur le match, Samuel? Oui, dans tous les cas, on a vu que l'Afrique du Sud avait du mal, même s'ils sont qualifiés. Là, j'entends que c'est très bien.
déjà qu'ils soient là à la Coupe du Monde, mais on savait qu'il y avait une différence de niveau. Une différence de niveau avec le Mexique. Le Mexique n'a pas fait un super match, mais je pense qu'a été à la hauteur de ce que proposaient les Sud-Africains. Et ensuite, avec les cartons rouges aussi, ça n'a pas forcément aidé cette équipe d'Afrique du Sud. Donc oui, pour moi, c'est une victoire logique. Après, le Mexique, je les trouve quand même bons. Comme le disait Daniel, ils ont toujours des joueurs assez techniques. Et ils ont, on va dire, cette grinta-là dans les duels, ils vont au contact, mais ils donnent le max, ils donnent le max, les Mexicains. Ils sont dans un groupe, ils sont dans un groupe qui est à leur portée. Moi, je les vois passer et être en 16e. Après, ça dépend avec qui ils croisent. Mais c'est une équipe qui sera dans ce groupe. Sauf que Daniel, sortant à tous les coups. Avec ce match-là, et ensuite on fait une pause, sauf les gars. qu'avec ce match-là, tu ne vois pas, par exemple, défensivement ce que ça peut être. Oui, tu ne vois bien pas. sûr, Ils sont pas challengés, quoi. Pas du tout challengés. Donc, quand tu verras France Irak, tu verras pas non plus l'équipe de France. C'est le propre de la Coupe du Monde et encore plus à 48, c'est qu'il y a beaucoup de matchs où tu sauras pas des choses. Sauf que la différence là, pour moi, c'est là que c'est terrible pour l'Afrique du Sud. La comparaison que tu prends là, entre la France et l'Irak ne devrait pas être la même entre le Mexique et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud aurait dû vraiment être plus proche que ça du niveau de la Coupe du Monde. Allez, dans un instant, on continue et on conclut l'évaluation de ce match. Et puis après, on va parler un peu de l'ambiance générale autour de ce mondial. Ça fait beaucoup débattre, bien sûr, depuis plusieurs jours. Maintenant, Jean-Louis est au Mexique, donc lui nous dira s'il sent des différences notables entre ce qui se passe aux États-Unis et au Mexique. Il ne peut pas savoir puisqu'il n'est pas aux États-Unis. Oui, mais Jean-Louis il est sur la pointe de l'actu. Ah oui, ici il suit tout, t'inquiète pas. Non, mais vous me direz pour les États-Unis, on comparera. Voilà, exactement. Et le 32-16 est ouvert, évidemment. Qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe du Monde? On vous attend au 32-16 dans quelques instants. On est en direct de New York dans l'after, c'est pas exceptionnel ça. On est là avec vous tous jusqu'au bout de la nuit, les nuits de l'after, jusqu'à 5h du matin avec tous les matchs. Ça continue tout de suite. Il est 17h21 ici à New York dans le studio américain de l'After. La nuit de l'After continue jusqu'à 5h du matin. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Samuel Umtiti, Jean-Louis Tour sont là. Et puis vous le savez, qui dit Coupe du Monde dit argent à gagner sur RMC. C'est comme ça, c'est l'événement. On a toujours des jeux à vous proposer. Et là, on lance le jeu qui vous permet de gagner une prime de match. C'est très simple. On met sur la table 30 000 €. Somme à laquelle on ajoutera 500 € par but marqué. Donc là, on est déjà à 31 000 en l'occurrence. Donc restez bien à l'écoute parce qu'il y aura tout à l'heure un top inscription et vous aurez alors 10 minutes pour envoyer but par SMS au 732-16. Ça peut tomber dans l'heure qui vient. Donc tout à l'heure. 30 000, c'est un hommage à 30 000 de notre jingle Mercato? Sans doute. Okay. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Voilà. Et si vous êtes sur YouTube et que vous suivez l'After, vous avez les images derrière nous du stade de la finale, le MetLife. Qui est le stade également de France-Sénégal dans quelques jours, puisqu'on est à quelques centaines de mètres à peine de ce stade. Bon, pour finir sur ce match d'ouverture, un match d'ouverture de Coupe du Monde, c'est rarement flamboyant, parce que l'équipe qui reçoit, il y a un peu de crispation. Donc, si on remonte dans l'histoire, rappelez-vous de 98, le France-Afrique du Sud, donc là, c'est jamais là qu'une équipe en général se lâche vraiment. C'est une entrée en matière, il faut gagner, et puis ça te met dans la compète, quoi. Oui, vous avez trouvé ça complètement bidon, ce match? C'est toujours comme ça. Évidemment qu'il y en aura des meilleurs dans la compétition. Et puis quand c'est un match de poule, c'est pas un match coup près. Et là, le Mexique avait juste la pression de prendre les 3 points parce que dans ce groupe-là, ils sont au-dessus, donc autant bien commencer. Et puis avec une victoire, tu es quasiment déjà en 16e. Voilà, pour moi, fin de l'histoire. J'ai pas énormément de choses à retenir du match. Un petit homme du match quand même. Un petit point quand même. Est-ce que tu sais, parfois il y a des tendances dans la Coupe du Monde sur ce que peut donner l'arbitrage. Tu te souviens qu'au Qatar, il y avait ce temps supplémentaire à rallonge qui nous avait marqué dans les premiers matchs, qui avait duré d'ailleurs. C'est un peu moins le cas. C'était la hype Qatar, c'est pas la hype américaine. Il y a quand même eu 7 minutes en deuxième mi-temps, mais il y avait des changements. Bon. Mais c'est carton rouge. 3 cartons rouges dans un match, c'est peu fréquent. Est-ce que ça veut dire qu'on va dégainer pas dans un match violent? Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on va dégainer plus vite? Est-ce qu'il a mal arbitré, franchement? Non. Le deuxième rouge. Celui pour le Mexique, je le trouve très sévère. Bon, il le découpe, le gars. Il part au but. Non, je ne trouve pas qu'il parte au but. Quand tu pars au but, c'est plein axe. Mais quand tu pars au but sur le côté, c'est quand même pas la même histoire. Il va frapper derrière. Il va frapper de là où il est, il va frapper. Celui qui est sévère, c'est Zwain. Le deuxième rouge, celui-là. Le deuxième. Espèce de coup de coude, il n'y a pas de coup de coude. Non, il met une baffe derrière. Non. Bon, donc tu vois, résultat, vous dites qu'on est au moins 2 à trouver sévère des cartons différents. Donc c'est que la tendance, c'est quand même aller sortir vite dans ce premier match. Je pense que c'est intéressant justement sur la tendance et sur les risques que ça peut représenter pour certaines équipes.
tu vois qu'effectivement, tu es dans une tendance où ils n'hésiteront pas à sortir 3 rouges sur ce genre d'action. Ça veut dire pas de discipline, quoi. Au rugby, on dirait discipline, tu vois, maintenant avec la VAR. Ça, c'est un premier point. Pour revenir sur le match d'ouverture, à mon avis, ça dépend aussi de si tu as ou pas une nation qui organise. C'est-à-dire que tu vois, en l'occurrence, évidemment, la pression dont tu parles, tu as raison. C'est toujours le cas. Non, la règle a changé. La règle a changé. Cameroun-Italie, par exemple, Cameroun-Argentine en Italie, en 90, tu vois, c'est pas le pays organisateur. Ces derniers temps, ces derniers temps. C'est pour ça que je reviens sur ce que dit Gilbert. Je pense que tu as une sorte de petite pression, effectivement, quand même, pour l'équipe. On se souvient de la France. Et Dieu sait, il y avait la pression avant l'Afrique du Sud. Puis après, quand tu marques ce premier but, effectivement, ça change un peu. Et le fait d'avoir le public, et on l'a entendu, enfin, Jean-Louis pourrait nous en parler, ça a quand même été aussi décisif, à mon avis, dans le fait que ce Mexique a dominé. Sam, sur les cartons rouges, tu es d'accord avec qui là ? Je trouve que pour moi c'est mérité, même si il y a des cartons, surtout le deuxième là de l'Afrique du Sud. Je pense que on peut le juger, il met peut-être la main, le coude, je sais pas, mais pour moi c'est logique, c'est des cartons qui sont mérités. Et que au final, comme le disait Daniel, je pense que ça montre un peu le chemin que va prendre, on va dire, que vont prendre les arbitres sur cette compétition, et qu'il faudra faire attention parce qu'ils sont capables de dégainer à tout moment. Et il y avait Jérôme Brizard dans la VAR. Alors justement, puisque tu parles de ça, à ceux qui t'es tout surpris de le voir là. Qui doutent encore de l'importance de plus en plus grande du VAR. Je pense que parce que chaque Coupe du Monde propose également une mise en scène, aussi bien des compos d'équipe, bref, un habillage, on va appeler ça comme ça. La mise en scène DA. VAR, une DA exactement, c'est moderne. La DA de présentation du VAR. Ça dit qu'ils sont super importants. T'as vu comme ils étaient ? Il y a 2 assis, 1 debout, pause, genre limite bras croisés et tout. Ça veut dire le VAR, on est important. Avec la Real US, je ne sais pas si c'était la même Real chez vous sur vos écrans. Nous, on l'a regardé sur un écran US avec des informations genre un joueur de moins dans cette équipe, des choses un peu réglementaires. Aux États-Unis, pour vous dire, c'est quand il y a le carton rouge, ils mettent pas juste le carton rouge, ils mettent en anglais qu'il y a. Ça veut dire 6 à 10. Il y a un joueur en moins maintenant. Connaissent pas les c'est règles, la pédagogie appliquée au foot américain. américain. C'était pas le signal que nous on avait, c'était pas sur les écrans géants. Non, c'est pour ça. Je te dis, les détenteurs de droits américains. Nous, on a regardé sur Fox. C'est la chaîne qui détient les droits là aux États-Unis en fait, Jean-Louis. Et il y avait écrit la chaîne d'Hervé Renard. Down under 10 players. Enfin bon, voilà. Jean-Louis, j'ai remarqué quand même, parce que le stade Azteca est un stade mythique pour la Coupe du Monde. On en a parlé dans l'avant-match. Il y a eu des matchs de légende dans les années, dans la Coupe du Monde 70, la Coupe du Monde 86, la fameuse main de Maradona. C'est simple, Pelé et Maradona ont été sacrés dans ce stade. Exactement. C'est pas rien dans l'histoire du foot quand même. Et Jean-Louis a eu le bon goût de ne pas dire qu'il y avait mieux qu'un arbitre brésilien pour arbitrer ce match, puisqu'à l'époque, rappelez-vous, la fameuse affaire Thierry Roland qui avait provoqué un incident diplomatique avec Monsieur Benasser entre la France et la Tunisie. Donc bravo Jean-Louis. Voilà, tu as tenu haut les couleurs des RMC. On te félicite. Tiens d'ailleurs, juste. Ah oui, bon d'accord. Non, parce que je finis juste faire 2 secondes quand même sur le côté historique du stade. Vas-y. Honnêtement, je trouve que parfois on survend des histoires, on en fait des caisses sur des trucs parce qu'il faut vendre des trucs et machin. Mais là, c'est exceptionnel. Honnêtement, c'est exceptionnel. Pardon Jean-Louis, mais nous on survend pas. Si tu peux me trouver un exemple de survente, mais nous non. Je déteste tomber dans la survente, mais l'Azteca, c'est l'Azteca. Non, mais c'était pas contre toi. Et t'es le premier justement à dénoncer ça quand des médias en font des caisses sur des fausses histoires. Et là, je trouve qu'on a un vrai truc, une vraie histoire. Tu vois, je racontais ça fait 2 jours que je raconte la même chose, mais bon, c'est pas grave. Au Brésil en 2014. Gilbert, on y était. Moi, honnêtement, le Maracana, il m'a rien fait à Rio. Ah si, le Maracana, c'est génial. Trop refait. Moi j'ai adoré. Moi j'ai pas trouvé le Maracana. Je l'ai trouvé trop moderne et je trouvais pas le parfum de l'histoire. Je trouvais pas de référence à l'histoire, etc. Je trouvais que c'était un beau stade moderne mais un peu froid. Non mais c'est vrai, Maracana, il n'y a pas de. En dehors le mythe du stade qui était. Voilà, à part le nom. Puis celui qu'on disait être le plus grand stade du monde. C'est impressionnant. Il y a eu 100 000 personnes. Voilà, parce que c'était le plus grand stade du monde pendant longtemps. Il y avait ça. Les mêmes histoires de foot que pour nous, les gamins, c'était le match qu'on n'avait pas vu, mais qu'on n'arrêtait pas de nous raconter, le 2-2 France-Brésil avec Marius Trésor. Avec l'équipe de France, si je dis pas de bêtises. Non, tu dis une grosse bêtise. Mais t'as pas joué quand la France était à la tournée amicale là-bas, Brésil, Uruguay ? T'étais pas là ? Non, j'étais pas là. Mais il n'y a pas eu, tu vois, de. C'était en 2014, je crois. Et juste sur et donc ici, c'est pas du tout le cas du Maracana. C'est-à-dire que déjà le côté stade vétuste, c'est exceptionnel. Ça me régale quand j'arrive. Il y a des câbles qui pendent à certains endroits. Ça n'a pas été réfléchi tout parfaitement. Il y a que 2 toilettes pour toute une rangée, etc. Il y a une queue pas possible. Franchement, tout ça, moi, je vais te dire, j'adore. Ça pisse contre les murs. Quand tu rentres.
Et quand tu rentres au stade, quand tu rentres dans ta tribune, là, quand tu montes les marches, il faut pas avoir le vertige parce qu'il y a une inclinaison exceptionnelle que j'ai jamais vue ailleurs. Il y a une impression où la pelouse est tout en bas, tu as l'impression d'être à 30 étages Jean-Louis, au-dessus. t'as vu les vestiaires? Non, j'ai pas eu la chance de voir les vestiaires. Alors je te coupe parce que moi j'ai visité le stade Azteca vide. Et quand tu fais la visite du stade Azteca vide, on t'emmène dans les vestiaires. Et en fait, dans les vestiaires, il y a un truc assez dingue, c'est que la Fédé mexicaine a fait quelque chose, à mon avis, ils n'avaient pas le droit, mais enfin, ils l'ont fait, et on t'explique lors de la visite, c'est que le vestiaire des visiteurs est au bout d'un long couloir qui est situé sous la tribune des supporters. Ils ont fait exprès, et ils n'ont pas mis d'isolation entre le plafond, tu vois, et la dalle de béton de la tribune. Donc en fait, tu entends plus que jamais les supporters au-dessus quand tu es visiteur. Et en plus, ils ont mis un faux plafond hyper bas, ce qui fait que le visiteur, quand il rentre dans le vestiaire, il est super confiné dans un vestiaire où limite il touche le plafond de la tête et avec en plus le bruit de la tribune au-dessus, tu vois. Donc les mecs, ils ont fait exprès la Fédé mexicaine pour les adversaires qui viennent chez eux au stade Azteca. C'est un peu pas très fair-play, à le reconnaître, mais bon, voilà. Mais j'aime bien. Mais en vrai, c'est génial. Moi, j'adore ce genre de truc. truc. Pour les Mexicains, c'est un monument à part entière. Hein. Ils le mettent sur le même plan que l'Ange de l'Indépendance, que le Palais des Beaux-Arts, que leurs principaux monuments à Mexico. Et ils disent que le stade Aztèque, pour ça, c'est un passage obligé pour tous les touristes. Et je ne parle pas des Argentins, des Brésiliens, bien sûr. Et en 86, le ballon qui est resté mythique et s'appelait Azteca, l'Adidas qui avait été créé et qui reprenait des motifs, des peintures murales aztèques d'ailleurs, etc. Et c'est un ballon qui est resté effectivement important et qui a un nom mythique aussi. Bon, voilà, c'était l'after papy, Sam, pendant quelques instants. On a raconté. Merci mais beaucoup. bon, t'as appris des trucs. Ouais, merci pour les Et pour infos, ceux qui veulent se régaler un plein petit de choses peu, que je ne savais pas. pour ceux qui veulent se régaler un petit peu avec ce genre d'histoire, il y a un film sur Netflix en ce moment qui s'appelle Le Mondial de Martine, qui raconte comment le Mexique a rattrapé suite à la défaillance. Produit par un auditeur de l'after qu'on salue. Ah bon? Je ne savais pas. Nicolas Atlan. Suite à la défaillance de la Colombie qui n'a pas pu organiser la Coupe du Monde qui était prévue chez elle en 86, les États-Unis et le Mexique se sont battus pour obtenir la Coupe du Monde 86. Le film raconte ça. Franchement, c'est croustillant et très agréable à regarder. Très bon film. Et on voit que pour l'obtention des Coupes du Monde, il faut avoir des mallettes bien chargées. Et c'est vrai que pour finir une tradition là-dessus, tenace. puisqu'on est sur le patrimonial du foot et c'est aussi l'after, c'est vrai que c'est la 3e fois quand même si c'est partagé là, que le Mexique accueille une Coupe du Monde et que à chaque fois, elles ont été marquantes. C'est la 3e fois qu'il y a un match d'ouverture. Ouais, match d'ouverture. Ça, c'est unique. Oui, en plus. Mais si tu veux, la Coupe du Monde 70, première en couleur et les matchs mythiques dont on a parlé, les images mythiques qui nous restent et les joueurs mythiques. 86 mythiques. Je ne sais pas si la 2026 le sera, mais en tout cas, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Jean-Louis, ça renforcera forcément l'aspect majeur de ce stade. Le seul truc quand même, c'est que les Mexicains ils disent que ça n'a rien à voir avec 86 et 70 sur le prix des billets. Et ça fait une différence majeure qui fait que ceux qui ont rempli le stade, c'est plutôt quand même les gens aisés du Mexique. Moi, on m'a dit c'est les riches ou les influenceurs qui vont remplir le stade. C'est pas les gens qui vont au stade tous les 15 jours. Ils ont chanté l'ambiance s'en est un peu ressentie. Alors le début c'était bien. Oui, mais alors le truc aussi c'est que t'es dans un tel pays de foot, c'est comme le Parc où des même Princes. les gens aisés chantent, etc. Mais il n'empêche que c'est pas non plus les classes les plus populaires, celles qui vont au stade. Les supporters de Cruz Azul toute l'année ou du Club América, c'est une catégorie un peu plus aisée et donc à un moment du match ça n'a pas maintenu la pression comme un stade un peu plus populaire. Bon, finir sur le match, homme du match Jiménez, on est d'accord? Non. Quinones. Toi, tu mets Quinones plus que Jiménez? Moi j'allais dire. J'allais dire Je dirais même que Gutiérrez, les deux. Que Gutiérrez a été un très bon. Ils ont vraiment des bons joueurs, comme disait Samuel. Et techniquement, ils apportent quelque chose. Petite anecdote sur Quiñones. Hier en conférence de presse, il y a des journalistes qui ont un peu pas secoué Aguirre, mais ils lui ont dit attendez, Quiñones, il met 36 buts en Arabie Saoudite et avec vous, il a mis que 2 buts en sélection. Il y a un problème dans son utilisation. Il joue dans l'axe en club, là il joue sur le côté. Ce soir, on l'a pas vu, il était bon. On comprend pas ce que vous faites. Et Aguirre dit non mais attendez, arrêtez vos histoires de placement de trucs. Moi j'ai un plan pour lui et vous allez voir que ça va bien se passer et demain il sera là. Et donc il marque dans une position en plus de deuxième attaquant, enfin un truc tactique bien réfléchi. Et je trouve que la confiance qu'Aguirre avait hier en conférence de presse, ça s'est bien ressenti sur ses joueurs et je trouvais ça intéressant à souligner. Et on n'a pas vu beaucoup celui qui est annoncé comme la petite pépite mexicaine. C'est Gilbert Mora. Je vais suivre sa carrière. Gilbert Mora, il a 17 ans, il est juste rentré à la fin, on n'a pas eu le temps de le voir en action. Oui, non, mais ça bien sûr. Mais c'est un des gars qu'il faut suivre dans cette Coupe du Monde s'il a un peu de temps de jeu.